ce rendez-vous traditionnel du Conseil d'architecture du Gard. Voilà, pour cette conférence de Philippe Pécou, qui est conseiller départemental du Gard, jusqu'à il y a quelques mois maire de Vaudun, donc sur la côte de Rhône, qui est également conseiller départemental et vice-président du département. Voilà, donc qui est aussi historien et plus particulièrement versé dans les questions d'histoire de l'art. Il a collaboré à la conservation départementale du Conseil d'Esprit, puis il travaillait sur des sujets allant de l'histoire médiévale, sur l'architecture religieuse, qui l'ont amené progressivement à s'intéresser aussi à la question statuaire. Et donc, cette année, c'est la petite contribution du Conseil d'architecture au centenaire de l'armistice 1918. Voilà, donc notre modeste contribution à l'envers des travaux. Je remercie M. Valade d'être parmi nous, c'est important aussi, donc de pouvoir rassembler autour de cette iconographie républicaine. Voilà, donc merci aux fidèles du CAE et puis à ceux qui nous ont rejoints exceptionnellement. Voilà, merci Philippe. Très bien, mesdames et messieurs, monsieur l'adjoint à la culture de la ville, monsieur le directeur du CAE, merci. Là, c'est mieux. Oui, très bien. Merci de votre accueil, de votre présence ce soir. Nous allons donc commencer cette présentation de cette thématique concernant les monuments morts de la Grande Guerre dans notre département du Gard. Je t'envoie quelques lignes des tranchées où nous sommes depuis dimanche soir. De la boue jusqu'à la ceinture. Bombardement continuel. Toutes les tranchées s'effondrent et c'est intenable. Nous montons ce soir en première ligne, mais je ne sais pas comment cela va se passer. C'est épouvantable. Nous avons déjà des tués et des blessés, et nous avons encore toujours à y rester. Je donnerai cher pour être loin d'ici. Espérons enfin quand même. Telles sont les phrases écrites le 6 septembre 1914 par un soldat engagé sur le front depuis le début de la guerre. Cette guerre sera courte. Les états-majors de la Triple Alliance et ceux de la Triple Entente en sont convaincus. Les Alliés disposent d'une population nombreuse, d'une armée étoffée, d'une incontestable supériorité maritime. De leur côté, les empires centraux ont un meilleur armement, caractérisé notamment par l'artillerie lourde allemande. Seulement 4 mois après le déclenchement des hostilités, c'est une guerre de position qui commence entre les deux camps. Un front continu, des tranchées, des boyaux, des réseaux de barbelés sont le cadre dans lequel se déroule une vie quotidienne marquée par le froid, l'humidité, la boue, les rats, les poux, la soif, qui transforment ces valeureux soldats en poilus. Les combats sont rares, mais terriblement meurtriers, sous les bombardements, sous les tirs des mitrailleuses. Les tentatives françaises de percer les lignes ennemies en Artois et en Champagne en 1915 sont impossibles. Cependant, les offensives allemandes sont contenues avec courage et la bataille de Verdun prend ainsi une valeur symbolique de résistance. Techniquement, la guerre évolue. Les avions, les chars d'assaut font leur apparition côté français. Les Allemands utilisent les gaz dès 1915. Et leurs sous-marins engagent à partir de 1917 l'offensive contre les navires de commerce alliés. Une initiative qui va d'ailleurs provoquer l'entrée en guerre des États-Unis le 2 avril 1917 et dont le soutien militaire ne sera effectif qu'un an plus tard. Les fronts de combat se font et se défont. Le 16 avril 1917, Nivelle lance sur le chemin des Dames une grande offensive que tout le monde croit décisive. Elle ne sera en fait qu'un échec cinglant. S'en suivront des mutineries de troupes épuisées, décimées dans des attaques répétées parfaitement inutiles. En mars 1918, les Allemands percent sur la Somme,
Le 27 mai, ils attaquent à nouveau sur le chemin des Dames. Le 15 juillet, en Champagne. En franchissant la Marne, ils déclenchent la contre-offensive alliée le 18 juillet. Plus d'1 million d'Américains combattent alors en France. La balance n'est plus égale. Plusieurs succès en août et en septembre conduisent l'Allemagne à abdiquer le 9 novembre. 2 jours après, c'est l'armistice qui est signé à la Rotonde à 11h du matin. Ce bref rappel des événements les plus marquants de la guerre nous conduit à dresser un terrible bilan humain. 1,5 million d'hommes manquent à l'appel. 3 millions d'autres sont blessés. Pas un village n'est à déplorer la perte d'un ou plusieurs de ses enfants. Bien qu'éloigné des zones de combat, le département du Gard et ses 353 communes est aussi durement touché. On y compte 13 867 victimes, soit 3,35% du nombre d'habitants au recensement de 1911. Évidemment, les différentes régions du Gard sont inégalement touchées. L'arrondissement du Vigan perd un peu plus de 14% de sa population, celui du Nîmes et du Zès, respectivement 11,7% et 11,3%. Seul l'arrondissement d'Alès gagne des habitants suite à l'arrivée de nombreux réfugiés durant la guerre. Devant cette hécatombe nationale, l'obligation de rendre hommage aux combattants disparus s'impose très rapidement. L'idée d'ériger un monument n'est pas une nouveauté dans le pays. On sait que depuis l'Antiquité, les hommes éprouvent le besoin de manifester leur reconnaissance envers certains d'entre eux, notamment à l'occasion des guerres. Et il est vrai que ce phénomène s'est souvent limité à honorer les généraux, les rois et les empereurs, vainqueurs de grandes batailles. Il va falloir attendre la Révolution française pour que la statuaire publique évolue vers la représentation de nouvelles valeurs fondatrices du régime républicain et utilise comme emblème des figures allégoriques plus populaires. Ainsi, le XIXe siècle sera marqué par la multiplication de statues dans les villes, mais également les villages de l'Hexagone. Un phénomène d'ailleurs si important que l'on parlera de statuomanie, tel que l'on peut en voir dans le Gard, ici à Uzès, mais également à Aigueville. Entre 1900 et 1910, aura lieu une inauguration par jour durant cette période. La guerre de 1870-1871 sera aussi l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour défendre la France. Et elle donnera lieu à une première vague de construction de monuments aux morts, première manifestation de reconnaissance d'ampleur nationale. Dans le Gard, ce sont les monuments de Nîmes et de Bagnols qui seront ainsi inaugurés. Mais évidemment, cette vague sera sans commune mesure avec celle qui va balayer le pays au lendemain de l'armistice de 1918, d'une ampleur sans précédent. Dans cette affaire, 2 groupes de pression vont jouer un rôle majeur. Les démobilisés, d'une part, et les familles des morts pour la France, d'autre part. Les premiers sont plusieurs millions réunis en de puissantes associations d'anciens combattants et exigent naturellement la mise en place de monuments commémoratifs par solidarité et reconnaissance envers leurs anciens camarades de tranchée. Les familles, quant à elles, veilleront à ce que le monument devienne la tombe virtuelle près duquel elles pourront se recueillir en l'absence de sépulture. Ainsi, le mouvement de construction des monuments aux morts est-il d'essence populaire. L'État et les communes vont apporter leur soutien moral et surtout financier. Le Gard réagit rapidement aux attentes des familles et des anciens combattants. La majorité des monuments vont être inaugurés après 1922. Et seules quelques communes retardataires procéderont à la construction du leur quelques années plus tard, à l'image de la commune de Tresques, qui inaugurera son monument en 1948. Comme partout ailleurs dans le pays, les monuments aux morts furent d'abord, dans chaque commune, un enjeu de politique locale, entraînant des débats parfois polémiques, comme dans la ville d'Alès. Toutes les divisions latentes au sein du corps social ont animé les discussions entourant les projets de construction.
Fallait-il ériger le monument au cimetière et en faire un édicule funéraire, ou au contraire l'élever devant la mairie et en faire un lieu symbolique de nouveau culte laïque? Devait-on l'orner d'une croix latine? Considérait-on les morts pour la France comme des victimes ou comme des héros? À ces questions, les réponses furent très variées, et chacune fut la traduction d'un courant idéologique dans chaque localité. Bien que d'origine populaire, la construction de monuments a malgré tout obéi à un cadre législatif assez strict. L'État comprit assez rapidement dès la fin de la guerre que cette vague de construction allait déferler sur la France et sur la totalité de ses communes. Y compris surtout qu'il y avait là des risques de dérapage quant à l'interprétation qu'on donnerait à la guerre. Aussi, il tenta de réglementer chaque projet, tant sur le plan administratif qu'esthétique. Et ainsi, la loi du 30 mai 1916 établit les conditions d'installation de comités d'érection de monuments. Ces membres devaient être choisis sur une liste proposée par la mairie, soit choisis au sein du conseil municipal. La principale charge de ces comités fut d'abord de recueillir les fonds nécessaires au financement des travaux. Le président en fut parfois un ancien militaire, comme à Barjac ou à Pont-Saint-Esprit. Le plus souvent, ce fut le maire de la commune qui remplit cette fonction. Les communes eurent l'obligation de constituer un dossier complet, comme l'exigeait une circulaire préfectorale. Et ce dossier devait comporter une délibération du conseil municipal, décidant de la construction, un croquis du monument à élever, et le mode de financement et la décision de la commission chargée de l'examen du monument sur le plan artistique. Cette commission qui suscita d'ailleurs les plus vives frictions dans certains comités. Elle était généralement composée de membres de la préfecture, d'ingénieurs des ponts et chaussées, et surtout de l'architecte départemental. Et à chaque dossier, elle rendait un avis généralement positif, parfois plus nuancé, demandant au comité de revoir certaines parties du monument. Ici, à Pugnadores, l'architecte souhaite que les moulures de l'obélisque soient plus importantes et que la palme qui orne l'ensemble soit plus rigide. Certaines critiques furent plus soutenues, en particulier celle à l'égard du sculpteur nîmois Jean Mérignargues, qui ne produisait que des œuvres de série que la commission juge sans valeur artistique et sans caractère. Les recommandations furent le plus souvent suivies à la lettre, ou alors totalement ignorées, comme à Saint-Michel-d'Ezé, qui inaugura son monument avant même d'avoir reçu un avis favorable pour l'ériger. Notons aussi que quelques communes ne respectèrent jamais la loi de 1905, c'est-à-dire cette loi qui interdisait d'apposer des signes religieux sur un monument public, hormis ceux situés dans l'enceinte d'un cimetière. Ici à Dourby, ou encore à Lannuéjol, les monuments érigés dans un jardin public portent une croix latine, parfois dissimulée, mais bel et bien présente ici sur ce monument. Élever un monument aux morts a donc représenté une charge financière considérable pour les communes, et celles notamment qui avaient peu de moyens, durement affaiblis d'ailleurs à la fin de la guerre. En général, l'ensemble de ces collectivités du département, mais aussi plus généralement celles de la France, ressentirent la même peine à réunir les sommes nécessaires au financement des travaux, le prix élevé des matériaux et de la main-d'œuvre ne facilitant pas les choses à cette période. Le coût d'un monument fut ainsi très variable. De 3 500 francs pour une statue en fonte de fer, proposée ici par les établissements Jacomet, situés à Villedieu dans le Vaucluse, à 100 000 francs pour le grand monument de la ville d'Alès. Entre ces deux prix, une construction de statues s'élevant entre 5 et 6 000 francs. Plusieurs sources de financement furent donc possibles pour financer ces constructions. La plus répandue fut la souscription. Elle permit ainsi de financer toute ou partie du monument, comme à Égalier, où les habitants versèrent 2 000 francs pour financer un monument qui en coûta 3 000. Toutefois, les localités eurent recours à d'autres options. Subventions municipales exceptionnelles,
prélevés sur le budget principal, à Lodin par exemple, ou contractés par le biais d'un emprunt à Potelière. À Saint-Pons-la-Calme, à côté de Bagnols-sur-Cèze, la commune vend l'ancienne mairie et une coupe de bois qui rapporte ainsi suffisamment d'argent pour assurer le financement du monument. À Saint-Quentin-la-Poterie, on renoue des contacts avec le Crédit foncier de France pour disposer d'un emprunt, une solution considérée cependant inapplicable par le préfet du Gard. Une troisième source de financement provient de l'État. Des barèmes furent calculés suivant le nombre de combattants nés dans une localité et morts pour la patrie, et suivant aussi le potentiel fiscal de la commune. Une circulaire fut envoyée dans chaque ville et chaque village du département, comportant ainsi une série de questions. Et plus de la moitié des communes du Gard, cependant, ne sollicitèrent pas cette subvention. À cela, plusieurs raisons. Le monument était déjà érigé, la souscription publique était assez conséquente, ou alors, tout simplement, le projet n'était pas encore envisagé. Lorsque l'État apporta ce concours financier, ces barèmes entrèrent en vigueur. Ainsi, le village de Camprès-Trébuc, en Cévennes, qui sollicitait une aide de 75 francs, se vit remettre l'intégralité de cette somme, alors que celui de Congénie, près de Sommières, qui demandait 2000 francs, ne perçut que 165 francs de l'État. À partir de janvier 1925, ces subventions furent supprimées, l'État considérant que la majorité des communes de France avaient procédé à la construction de leurs monuments. Pour quelques rares localités enfin, dans le département, le financement du monument ne posa aucun problème, et pour cause. Le coût de ce dernier fut entièrement pris en charge par un habitant de la commune. Ici, à Arles, le don d'une veuve permit l'édification de ce très beau monument et de ses bas-reliefs. Ou encore à Carrière, non loin de Nîmes, c'est le cardinal originaire de ce village qui finança le monument. Le projet bouclé demeura enfin le choix de l'emplacement, hautement symbolique suivant les régions. Un choix parfois contesté par les familles des morts, les associations d'anciens combattants, les municipalités, les comités et parfois même les partis politiques. Ainsi, un vote sanctionna alors les divergences d'opinion, comme à Alès, à Garon ou encore à Cernac. Le cas de Villeneuve-les-Avignon fut différent. Il opposa un comité chargé de la mise en place du monument au ministère des Beaux-Arts. On voulait apposer une plaque commémorative sur la paroi du clocher de la collégiale Notre-Dame, classée monument historique. La plaque fut alors envisagée ailleurs, dans un square public. De nombreux comités décidèrent d'ériger leur monument au cimetière, ici à Orsan, ou encore à Rivière, lieu neutre par excellence, lieu du repos éternel. Ainsi, aucune sensibilité politique ou encore religieuse ne s'en trouvait froissée. Parfois, le monument fut placé devant l'entrée du cimetière, ou encore devant l'église, ou le temple, variante permettant d'apposer sur la pierre des signes religieux et profanes. Mais la plus forte majorité des communes choisit le compromis idéal entre l'église et la mairie, ou bien sur une place publique. À Aulas, le monument se trouve devant la mairie. À Dions, il est fixé sur la partie basse du bâtiment communal. À la Bastide d'Angras, cette plaque commémorative est installée au pied de l'horloge communale, en plein cœur du village, alors qu'à Saint-Laurent-le-Minier, une statue de poilu prend place sur une fontaine dans la rue principale du village. Plus exceptionnel, un square est créé pour la circonstance à Barjac, à Nîmes, mais également au Vigan. Le monument s'élève tantôt à la croisée de deux rues ou à l'entrée du bourg, judicieusement placé comme à Saint-Étienne-des-Sorts ou à Saint-Jean-du-Gard. Plus rares, comme ici sur la photo, sont les édicules érigés devant un groupe scolaire, à Vers-Pont-du-Gard, ou encore à Baron, ou bien près d'une gare comme à Romoulin.
Le choix retenu au moment de la construction n'indique pas toujours que le monument ait conservé son emplacement d'origine. Les contraintes de la vie moderne, en particulier celles liées à la circulation automobile, ont entraîné des déménagements. C'est le cas à Vénéjean, où le monument primitivement placé dans le village a rejoint aujourd'hui l'entrée du cimetière. À Saint-Nazaire, pour des raisons de sécurité, l'obélisque a quitté dans les années 70 le cimetière pour gagner une petite place publique. Plus récemment, en 2004, le village de Montfaucon s'est doté d'une dalle commémorative venant remplacer celle du cimetière. Cette frénésie constructive de l'après-guerre fut, vous l'aurez compris, une aubaine pour des hommes, pour des femmes, qu'ils soient architectes, sculpteurs, marbriers, fondeurs, entrepreneurs. En quelques années, ils se virent confier un ou plusieurs projets. Qui sont ces artistes? En règle générale, des locaux, des entrepreneurs, des artisans, des carriers, des fondeurs, des mosaïstes, domiciliés dans la commune concernée par le projet ou dans sa proche région. Ce ne sont en général pas des spécialistes en la matière, mais ceux-ci vont s'adapter assez vite à la demande, s'inspirant parfois des modèles plus connus, diffusés par des établissements plus importants. Quelques entreprises tentent de s'imposer dans ce marché, soumis à rude concurrence, à Nîmes en particulier. Et face à ces établissements de proximité, l'arrivée de grands industriels installés dans le nord de la France va remporter évidemment un grand nombre de projets. Ici, la société Gaudier-Rambaud, mais également celle des Marbreries Générales, des Fonderies du Val d'Ausne, de l'Union artistique de Vaucouleurs, des établissements Jacomet. Leurs œuvres, généralement, sont faites en série. Elles sont donc moins chères. Les modèles nombreux et diversifiés sont, vous le voyez, disponibles sur catalogue, donc facilement consultables par les comités, tels que l'on peut les retrouver dans les communes. Même constatation pour les architectes et les sculpteurs. Beaucoup sont originaires des grandes villes du département. Auguste Augière, ici sur cette photo, et Louis-Pierre Redon sont architectes à Nîmes et à Alès. Les sculpteurs Marcel Bérignargues et Victor Constantin Delègue sont originaires également de Nîmes et de Gaujac. Ce sont des anciens élèves de l'École nationale des beaux-arts de Paris. Certains artistes vont franchir les limites du département. Ici, le sculpteur Félix Charpentier possède son atelier à Avignon. Il réalisera ainsi des monuments de Bagnols en 1911 et de Roquemont. Marius Sahin, également avignonnais, exécutera le monument de Pont-Saint-Esprit. Les grandes villes ou quelques communes qui disposent de plus de facilités financières n'hésitent pas à contacter des artistes de renommée nationale, voire internationale. Galargue fait appel au sculpteur Paul Landowski. Son nom ne vous est peut-être pas directement connu. Pourtant, l'une de ses statues surplombe la baie de Rio de Janeiro. Il s'agit du Grand Christ Rédempteur réalisé par l'artiste en 1931. La ville de Saint-Gilles s'adresse au sculpteur Henri Bouchard. Celle de Saint-Jean-du-Gard au sculpteur Auguste Carly, qui sera également l'auteur du monument de Nîmes. Le premier a son atelier à Paris, il est le second à Marseille. Tous deux sont titulaires du Grand Prix de Rome. L'ensemble de ces artistes propose ainsi des projets répondant aux attentes des comités et des familles de soldats, tels que ces dessins retrouvés aux archives départementales du Gard en témoignent. Ici, pour la commune de Brouzé-les-Alès, celle de Barjac, celle de la Grande Combe, réalisée par le sculpteur Maxime Réal-Delsart, ou encore celle de Bréau et Salagosse. Les types de monuments rencontrés dans le Gard, mais aussi plus généralement en France, sont ainsi riches, porteurs d'une symbolique forte et parfois d'une iconographie, certes répétitive, mais voulant toujours délivrer un message, qu'il soit patriotique, funéraire ou pacifiste. La plaque de marbre, accrochée au mur d'un bâtiment public ou privé,
ici à Sciavignargues, ou encore à Morosargues, ou à Roche-Saboul, demeure l'hommage le plus courant et le moins coûteux, utilisé de ce fait par la grande majorité des communes du Gard. D'ailleurs, il n'est pas rare que bon nombre de localités disposent de 2 ou 3 monuments aux morts ainsi sur son territoire. Un monument public à l'extérieur de tout bâtiment et parfois un monument qui peut être renfermé dans l'église ou dans la mairie du village. Outre ce modèle très répandu, le même type de plaque en marbre fut aussi utilisé par certains comités chrétiens, ici à Laudun, dans l'église paroissiale, ou alors sur le socle de certaines croix, à la Rouvière, ou encore dans le village du Pin. Contrairement à une idée reçue, le type de monument le plus répandu n'est pas la statue du poilu que l'on a l'habitude de voir, mais bel et bien l'obélisque à 4 pans. Un constat très clair pour le Gard, qui compte 132 monuments utilisant cette forme simple, telle qu'on peut la voir ici à Saint-Bénézet. La mode des obélisques était apparue en France au retour de l'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte. Et dans l'Égypte, justement, ces obélisques étaient élevés dans des lieux sacrés, ou devant des demeures ou des tombes de hauts personnages. Les empereurs romains en ramenèrent un certain nombre à Rome, et les utilisèrent aussi pour symboliser leur puissance et parfois leur victoire. Il n'est donc pas étonnant de voir cette forme reprise massivement au lendemain de l'armistice de 1918, pour commémorer la victoire sur l'Allemagne. La forme primitive de l'obélisque sera déclinée de multiples manières. Des plus dépouillées, comme ici à Boissière, à Bois-de-Vaux, ou encore à Boissé-et-Gaujac, généralement élevés dans des petites communes peu riches, aux obélisques plus ornés, couverts de motifs symboliques, comme ici au Martinet. Vous voyez la croix de guerre qui coiffe ici l'édicule. Une sphère symbolisant la paix retrouvée dans le monde surmonte l'obélisque de Saint-André de Roquepertuis. Parfois, les armoiries des communes figurent sur une des faces, à Sommières, à Émargues, à Millau. Ici, à Salazac, c'est un petit crénelage rappelant celui des tours médiévales qui couronne le monument. Véritable composition, le monument de Colias rassemble à lui seul plusieurs modèles. Un obélisque est positionné sur un sarcophage dont la base est formée d'un petit canon de type 75. L'ensemble est surmonté de coques et orné du blason de la commune. Des branches de chêne, de laurier, une croix de guerre termine cette décoration. C'est là un empilement d'allégories tout à fait étonnant et unique pour le département. D'autres formes plus simples ou plus complexes peuvent se rattacher aux obélisques. Une stèle à Pyramidion, à Arrigas, des colonnes à Anduze, à Orsan, à Saint-Hilaire-d'Auzilian, où celle-ci est tronquée, une colonne tronquée qui symbolise la vie brisée. Des formes hybrides, comme à Lédenon, nous laissant entrevoir peut-être quelques évocations phalliques, références directes peut-être à la virilité des soldats, à moins que le monument ne représente un obus ou encore une borne. La statuaire, pour sa part, sous une apparente uniformité, demeure malgré tout très emblématique du choc provoqué par la guerre sur les familles meurtries. Et la représentation du soldat est très présente dans le Gard. Le poilu apparaît dans 61 communes. Généralement, c'est un soldat seul, debout, appuyé sur le canon de son fusil, montant la garde, vigilant, résolu, calme, comme ici à Sauve. Aucun détail ne manque à son uniforme. Le casque, la longue capote, les bandes molletières, les godillots, le baudrier et la ceinture portant la cartouchière, parfois la musette et la gourde. Le parfait équipement du soldat des tranchées, comme ici à Saint-André de Magencoul. Parfois la couleur donne un peu plus d'originalité à Saint-Alexandre, à cet uniforme que portaient les soldats, ou encore à Saint-Dionysie. En général, les visages de ces hommes sont jeunes,
le regard est fixé sur l'horizon, scrutant le moindre mouvement ennemi, comme ici à Pouzillac. Le poilu défend ses positions à Maine. Il est prêt à donner l'assaut à Tavel, ou encore ici sur les bas-reliefs du monument d'Alès, où l'on voit les démineurs et les artilleurs au combat. À Auvigan, le poilu dresse haut sa main et invite ses camarades à poursuivre le combat dans une sculpture intitulée « Debout les morts ». Ailleurs, le soldat défend le drapeau français, le tenant ici, comme à Caveyrac, fermement dans ses bras, tout en rendant hommage à ses compagnons tombés sous la mitraille. À Saint-Césaire, il tient également ce drapeau français. Il achève l'aigle allemand à l'aide de la crosse de son lebel à la nuée-jolle. À Malon et Elze, petite commune des Cévennes, il est glorifié. Évocation directe de la douleur, le poilu s'effondre à Combes sous les tirs ennemis, alors qu'il est soutenu dans ses derniers instants de vie à Roquemaure par une très belle victoire ailée. Accompagnant parfois les poilus, les allégories féminines occupent une place de choix dans cette statuaire publique. Des victoires ailées, souvent casquées ou cuirassées, comme ici à Barjac, qui prennent parfois un aspect résigné, mais également à Quessargues. Des victoires plus belliqueuses à Sommières, qui protègent parfois sous ses puissantes ailes veuves et orphelins, à la Grand-Combe. Des victoires qui glorifient un soldat à Montfrin, ou qui veillent sur un jeune soldat à Saint-Hippolyte-du-Fort. Enfin, des victoires qui symbolisent la paix, la victoire, comme ici à Vauvert. À Saint-Chapt, poilus et allégories se font face pour découvrir la liste interminable des disparus. Allégorie toujours sous les traits de Minerve à Saint-Jean-du-Gard, ici sur cette photo, superbement appuyée sur une puissante épée, la poitrine dénudée. Elle symbolise la France, la République. À Nîmes, la patrie montre le chemin de la guerre, tout en protégeant le soldat de sa famille. Même constat à Remoulins, à Pont-Saint-Esprit, ou ici à Vergès. Les comités chrétiens de Salindre et de Sumène suggèrent Jeanne d'Arc, sainte et guerrière, symbole de l'union sacrée, ici à Salindre, pour rappeler à tous la résistance française qui a conduit l'Allemagne à capituler. Vous le voyez, République ou patrie témoignent toujours de la volonté politique d'afficher une idéologie. Pourtant, nombre d'allégories féminines sont pourtant atypiques. Celle de Saint-Mamère-du-Gard est une belle jeune femme voilée, tenant dans la main une couronne en signe de deuil. Celle d'Aubé honore le médaillon non poilu avec un bouquet de fleurs. Celle de Junas, enfin, veille sur un soldat mourant. À Saint-Chapt, nous en parlions tout à l'heure, c'est le poilu et l'allégorie qui se font face, entourant la longue liste des morts pour la France. Le monument de Ars propose, lui, une autre vision, celle d'un jeune combattant tenant une épée, s'inspirant des modèles de l'Antiquité. La guerre, qui avait été, dès son déclenchement, signe de séparation et de douleur, incite naturellement à utiliser le thème de la famille pour orner les monuments aux morts. Les veuves de guerre y sont représentées telles qu'elles ressortent de nombreuses photographies d'après-guerre. Elles portent le deuil, comme l'imposent les contraintes sociales. Femme au visage baissé, ici à Gaujac, portant un casque, couverte d'un long voile et tenant le drapeau français. Mais était-ce une veuve ou l'image de la mère patrie? À Cabrières, une sculpture saisissante intitulée « Douleur » par son concepteur, le sculpteur Jean-Antoine Engelbert, représente bel et bien la mère patrie, évoquée il y a un instant. Recueillement encore à Saint-Gilles-du-Gard,
sous les traits sensibles d'une jeune fille voilée. L'ambiguïté est parfois levée. Ce sont bien des mères accompagnées de leurs enfants qui sont représentés. À Nîmes, lors du départ du soldat, l'épouse et son nouveau-né frappés par le départ de l'être cher. À Galargues-le-Montueux, un monument que je qualifierais de plutôt pacifiste, la mère et la jeune fille rendent hommage aux poilus et dénoncent l'horreur de ce conflit. Maudite soit la guerre. Écrire dans la pierre pour se souvenir. À Verfeuille, une jeune femme grave sur un obélisque l'épitaphe à nos combattants. Le message est clair. Passant, souviens-toi de la guerre, n'oublie pas ces héros. Une autre décoration sur certains monuments va dégager une vision de la France traditionnelle de cette époque, celle d'une société attachée aux valeurs du travail, aux racines provinciales toujours très fortes. Une France laborieuse, pour laquelle des artistes mettent en scène des travailleurs. À Nîmes, sur le bas-relief droit du monument, c'est le futur soldat encore vêtu de ses habits de travailleur, chemise retroussée, veste sur l'épaule. Derrière sa femme, quelques outils de la terre et des grappes de raisin témoignent de leur principale activité, la vigne. À gauche, le retour victorieux du poilu, suivi d'un homme âgé en sabot qui porte à sa taille un tablier de forgeron. À Alès, ce sont les mineurs qui sont évoqués, mais également à la Grande Combe, le pic à la main, dans des gestes familiers qui creusent des galeries pour en extraire le charbon. Ici, à la Grande Combe, 3 générations de mineurs prennent place sous l'aile protectrice d'une victoire. Une France laborieuse, donc, mais également une France provinciale, la petite patrie, est évoquée à l'aide de civils habillés en costumes régionaux. C'est le cas à Beaucaire, avec son Arlésienne, mais également à Villeneuve-les-Avignon, avec sa comtadine. Cependant, au-delà de ces représentations, aucune inscription en langue régionale n'est recensée. L'unité nationale a été le ciment de la guerre, les enfants sont bien morts pour la France. Obélisques, colonnes, statues, le répertoire, vous le voyez, déjà évoqué, est important. Pourtant, de nombreux monuments ne rentrent dans aucune de ces catégories. Ce sont des compositions monumentales complexes, en particulier situées dans les grandes villes du département. Alès possède un exèdre de style munichois, comme le qualifie en 1925 l'architecte départemental Maximilien Raphaël. C'est un exèdre qui est surmonté de 4 bas-reliefs et qui évoque des scènes de combat ou des scènes de mineurs. Nîmes, évidemment, et son arc de triomphe, directement inspiré de l'Antiquité. De part et d'autre de ces 2 puissants piliers ornés de hauts reliefs, un escalier monumental conduit vers une crypte pavée d'une mosaïque et délimitée par un mur portant les noms des soldats de Nîmes et du Gard tombés au champ d'honneur. Le monument d'Uzès s'inspire des tours médiévales de la cité ducale. La construction, vous le voyez, élevée sur plusieurs niveaux, est matérialisée par des créneaux et des archères donnant à l'ensemble un caractère défensif. Dans d'autres communes, les stèles empruntent diverses formes, plus ou moins esthétiques, ici à Vézenobres, ou encore à Téziers, à Redescend, au Chambon, ou encore à Saint-Jean-du-Pin. Des monuments prennent parfois la forme d'un mur, comme à Vénéjean, à Sumène, ou encore à la Vernarède. Des édicules qui sont, comme à Jonquière-Saint-Vincent, l'inspiration de formes antiques, avec des colonnes, des chapiteaux, que l'on retrouve également à Vauvert, mais aussi à Saint-Hippolyte-du-Fort, ou encore à La Salle, qui devient là une véritable structure à coupole, abristant une stèle commémorative. Monument de série, monument atypique, les architectes, les sculpteurs et autres entrepreneurs, vous le constaterez, ne manqueront pas de créativité
pour répondre aux multiples demandes émanant des communes ou des comités, avec un seul objectif, utiliser une symbolique immédiatement comprise par tous. Destinés à marquer le paysage autant que les esprits, les monuments aux morts portent pour la plupart du temps des éléments décoratifs, soit pour renforcer le message qu'ils sont censés diffuser, soit pour des raisons purement esthétiques. Il existe effectivement très peu de monuments sans décor. Ainsi, les stèles ou les statues sont souvent accompagnées de plusieurs symboles, tels que le coq, qui caractérise l'esprit français, fierté, combativité et indépendance. L'animal est alors fièrement campé sur ses deux pattes et lance son chant victorieux, foulant parfois le casque allemand. On le retrouve ainsi 29 fois dans le département, généralement au sommet d'un obélisque, comme ici à Brouzé, ou encore sur cette stèle à Mus, ou ici sur l'obélisque d'Aiguevive. Parfois, ce coq est placé sur un petit piédestal à Bagnols-sur-Cèze ou à Codognan. Symbole encore de la guerre, avec la célèbre croix qui orne un grand nombre de monuments, comme ici sur celui de Montfrein, qui est une combinaison d'éléments patriotiques et militaires. Couronne de chêne et de laurier à Brignon, symbolisant l'immortalité, ou encore la palme des martyrs, élément honorifique, récompensant un héros après un exploit, emblème de victoire et bien sûr d'immortalité. Des symboles plus rares, patriotiques, tels que le faisceau de licteurs, ici dans la commune de Trèves, héritage direct de la période romaine, qui était destiné, durant l'Antiquité, à donner la correction en public, et qui est ici associé au casque du poilu. Le drapeau tricolore, bien évidemment, en couleur sur la plaque de Bourdic, ou sculpté sur celle du monument des Angles, ou encore la croix latine à pommier qui renvoie à la passion du Christ. Autant donc de symboles, de décors qui vont venir compléter ces monuments aux morts. Je ne saurais bien entendu achever cet inventaire sans aborder l'étude des épitaphes gravées sur les monuments et qui accompagnent toujours la liste des morts et qui fournissent ainsi des informations significatives sur la sensibilité, voire la couleur politique de leurs auteurs. En principe, le choix de l'épitaphe incombe à la commune, mais le préfet a pu dans certains cas refuser une formulation jugée soit inconvenante, soit politiquement trop marquée. Et en dernier ressort, ce fut le gouvernement qui trancha. Le choix laissé aux communes a donné ainsi une grande diversité dans la formulation de ces inscriptions, et ce malgré les recommandations des autorités d'en rester à la formule neutre, c'est-à-dire dite civique, aux enfants de la commune morts pour la France. 8 communes dans le Gard ont choisi des épitaphes courtes, dites funéraires, à de morts. Et l'adjonction d'un mot supplémentaire est venue parfois contribuer à donner un peu plus, évidemment, d'éclat à cette formulation. Dans l'ancienne commune de Mars, ce sont les morts pour la France qui sont honorés. Ailleurs, les morts de la Grande Guerre, ou encore les morts pour la patrie. Pour 91 communes, l'épitaphe est identique. La ville honore ses enfants morts pour la France. Excusez-moi. Le terme enfant peut être remplacé par fils ou par héros. L'accent peut être mis aussi sur le souvenir ou sur l'hommage rendu au poilu, comme sur le monument de Bagnols où est écrit à la mémoire des soldats morts pour la patrie. Quelques dédicaces ici, comme sur le monument de Cassagnol,
mettent en exergue que les enfants sont glorieux et qu'ils sont tombés au champ d'honneur. Dans 6 communes, à Bagnols notamment, le patriotisme va bien au-delà de la simple mention. Ce sont ainsi les vers de Victor Hugo qui sont mentionnés. Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie, entre les plus beaux noms, leur nom est le plus beau. Ou encore la formulation suivante, gloire à notre France éternelle, gloire à ceux qui sont tombés pour elle. À Saint-Chapt, une inscription interpelle le passant, ne les oublions pas. Ici, à Cabrières, la veuve voilée, dont nous parlions tout à l'heure, qui symbolise la France, tend un phylactère sur lequel est gravé « Je les ai donnés pour la patrie ». À Codolet, c'est le prix de la vie qui est rappelé. Gloire à ceux dont le sacrifice nous a donné la victoire. Nous sommes donc bien là, vous l'aurez compris, loin de la formule recommandée par les autorités. N'est-on pas au contraire en réalité bien plus proche du message qu'ont voulu délivrer les auteurs des monuments? Le déroulement des cérémonies inauguratives fut à peu près partout le même. Le matin, celle-ci débuta par un service religieux en présence du conseil municipal et des anciens combattants. Cet office a revêtu un caractère local et privé. En vertu de la neutralité religieuse de l'État, les personnalités officielles ne peuvent y prendre part. Elles n'assistent donc pas en général à la bénédiction du monument par le curé de la paroisse à la sortie de la messe. À l'issue de cette première partie de la journée, un repas est servi dans un établissement de la localité. Puis, vers 15 h, le maire accueille devant les mairies les personnalités extérieures de la commune. Un cortège se forme alors pour se rendre devant le monument. En tête marchent les enfants des écoles, encadrés des instituteurs, puis viennent les associations du village, les vétérans de 1870, les anciens combattants de la guerre, et bien sûr les familles des victimes, et la population. Devant le monument, fleuri pour l'occasion, la foule forme un cercle et écoute la fanfare et les poèmes des enfants. L'appel des morts n'arrive qu'ensuite et demeure le moment le plus chargé d'émotions. À chaque nom prononcé intervient la citation « Mort pour la France ». Vient l'heure des discours et celui de la Marseillaise qui achève cette cérémonie. Très ritualisée donc, elle est appelée dès le début « cérémonie du souvenir ». Et nombreux sont les poilus qui, chaque 11 novembre, viennent honorer la mémoire de leurs camarades morts pour le pays. Nombreux sont aussi, dans les discours, ceux qui donnent au monument une vocation pédagogique pour les générations futures. Avec la défaite de 1940 et l'occupation allemande, les monuments de la Grande Guerre prennent d'autres significations. Dans la zone occupée, les manifestations sont interdites. Les Allemands vont respecter les monuments de la Grande Guerre, mais détruisent tous les symboles pouvant faire référence à la victoire de la France, à l'humiliation qu'ils avaient subie. Dans la zone non occupée, les monuments sont l'objet d'un détournement, eu égard à ce qu'ils avaient représenté. Ainsi, de 1940 à 1942, sous la France de Vichy, nombre de statues en bronze sont déboulonnées et emportées pour être fondues. Dès la Libération, ces monuments retrouvent pourtant une vocation initiale et une grande majorité d'entre eux vont recevoir une ou plusieurs plaques portant les noms des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. Dans le Gard, et surtout dans les régions cévenoles, de nombreuses stèles sont élevées pour commémorer les lieux de bataille héroïques, ou bien encore le long des routes, pour rendre hommage aux résistants fusillés. C'est le cas ici, à Tornac. De nouveaux monuments vont voir le jour, ici à Tresques, où le poilu de la Grande Guerre côtoie le résistant dans un ensemble sculpté par l'artiste de talent dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse, mais je vais le retrouver dans un instant, ne vous inquiétez pas. C'est le cas évidemment à Aigremont, avec ce monument très moderne qui adopte là un langage et des
formes plus modernes, et qui vient marquer là un lieu de toutes les mémoires pour toutes les guerres. Aux côtés du lavoir, de la fontaine, de l'église, isolés donc sur parfois une place publique ou au détour d'un croisement, les monuments aux morts de la Grande Guerre, vous l'aurez compris, appartiennent au paysage des communes françaises. Nul ne peut les ignorer. Ils ont acquis avec le temps une certaine notoriété, dressée dans un lieu pour l'éternité. Pourtant, leur véritable message, porteur de souvenirs, chargé de tristesse, reflétant le deuil d'une nation tout entière, tend parfois à sombrer dans l'oubli. Le Gard, vous l'avez vu, conserve de nombreux monuments diversifiés, tous enclins cependant à une profonde unité. Quels que soient les modèles, les symboles, les inscriptions, ils incarnent malgré tout les valeurs de la République et demeurent le souvenir impérissable de centaines de Gardois partis défendre courageusement leur patrie. En leur nom, sachons les regarder, les respecter et les conserver au même titre que tous les monuments historiques de notre pays. Je vous remercie. Question ? C'est vrai que Je crois que je vais y arriver sans. Vous avez parlé de valeur en francs. Qu'est-ce que ça représenterait à peu près? Je sais que c'est très difficile. Maintenant. En euros. En euros. Difficile effectivement comme conversion parce que ce sont des anciens francs dont j'ai parlé, donc on aurait des monuments aujourd'hui qui tourneraient entre peut-être 15 000, 20 000 euros pour les plus petits, les moins coûteux, jusqu'à des sommes évidemment beaucoup plus importantes après pour les grands monuments des villes dont nous avons parlé, l'Est, bien entendu, notamment. J'ai une question. Dans la majorité des communes rurales, on a rajouté au monument qui a été construit pour la Grande Guerre des plaques pour des guerres qui ont suivi. Certaines de ces guerres sont, par exemple celle d'Indochine, est une guerre coloniale. Et quand on sait que la majorité de ces monuments ont été de souscription par des gens qui avaient souffert dans leur chair et de la perte de leur père, de leur frère, de leur enfant. Est-ce qu'il n'y a pas un détournement de destination qui porte atteinte à la loi et à la justice? Alors, c'est vrai que lorsque ces comités, ces communes ont décidé d'ériger ces monuments dans les années 20, ils ne pensaient sans doute pas que l'édicule en question allait pouvoir recevoir, quelques années plus tard, autant de plaques que l'on en compte aujourd'hui sur certains monuments, symbolisant la perte des soldats de la Deuxième Guerre mondiale, de la guerre d'Indochine, d'Algérie, comme on peut les rencontrer dans le département. Je crois que le monument aux morts a représenté dès les années 20 le lieu de commémoration central dans une commune, et très naturellement les municipalités qui se sont succédées et qui ont rendu hommage aux autres monuments, aux autres soldats des conflits mondiaux, ont directement associé effectivement tous les soldats dans la défense d'un pays pour la paix. Et le monument aux morts s'est trouvé être finalement le lieu idéal pour recevoir le témoignage de ces combattants. Donc, aucun soldat, effectivement, n'a vécu la même souffrance entre toutes les guerres que vous avez pu évoquer, qu'elles soient internes à l'Europe ou sur d'autres théâtres d'opération. Mais le monument aux morts, lui, est devenu un peu, comme je le disais, cette tombe virtuelle de familles qui n'ont jamais retrouvé le corps
de leurs tristes disparus ou qui n'ont jamais pu pouvoir accéder effectivement à ces zones de combat auxquelles ils auraient aimé peut-être pouvoir accéder à un moment ou à un autre. Donc c'est finalement l'école idéale qui s'est constituée là à travers tout le XXe siècle comme l'espace de commémoration unique pour l'hommage rendu à toutes les guerres. Et je sais qu'aujourd'hui encore, dans certaines communes qui sont marquées par la présence d'un régiment, je sais que c'est le cas à Nîmes, c'est le cas aussi à l'Audun-l'Ardoise, il y a des plaques qui témoignent encore de, évidemment, ces femmes, ces hommes qui sont tués encore aujourd'hui dans des théâtres d'opération étrangères et qui sont inscrits sur la liste des monuments par des ajouts comme cela, de plaques sur le monument de la Grande Guerre. Voilà, donc il y a une continuité finalement, même si les liens entre tous ces conflits sont complètement évidemment différents. Et vous n'y voyez pas un problème de droit, puisqu'encore une fois, beaucoup de familles ont fait des sacrifices financiers importants pour témoigner leur affliction et leur détresse de la perte d'un enfant. Et ces édifices donc, sont la propriété intellectuelle de ces gens-là. Et combien dessus ils plaquaient des mentions qui font allusion à d'autres événements. Est-ce que sur le plan du droit strict, comme je vois que vous êtes assez futé dans tous les domaines, là, je pense que vous pouvez répondre là. Sur le plan du droit, je comprends le côté moral que vous avez développé, mais je suis interpellé pour l'aspect du droit de ces familles qui ont donné beaucoup. Et certaines, et vous l'avez bien souligné, certaines ont payé complètement le monument. Et que de voir qu'on y colle dessus des plaques qui mentionnent des gens qui sont... Je nie pas le sacrifice de ces gens-là, mais la destination n'est pas du tout la même sur le plan de la morale. Les gens qui sont allés à 14-18 ont été mobilisés, ils se sont sacrifiés pour défendre le sol de la patrie. Ils ne sont pas allés en Indochine défendre un empire colonial. Et vous avez compris que c'est d'un ordre de grandeur morale différent. D'accord. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de législation, effectivement, autour des monuments de la Grande Guerre qui autorise ou non la position de plaques funérairaires en hommage à tel ou tel soldat. Donc là, il y a peut-être un vide juridique qui existe, qu'il faudrait voir en détail. Ça, je n'ai pas effectivement la réponse à votre question. Je ne suis ni juriste ni législateur en la matière, donc je ne sais pas comment effectivement, en tout cas, chaque commune procède différemment, ça c'est une évidence. Mais je le répète, effectivement, au-delà de ce sujet-là, qui concerne exclusivement des questions juridiques de droit, le monument voilà, constitue naturellement le lieu de commémoration. Donc c'est vers lui qu'on va pour témoigner d'une reconnaissance, quelle qu'elle soit, autour voilà, de femmes, d'hommes qui sont originaires de la République française et qui se sont battus pour une cause juste, évidemment, dans leur vie. Plusieurs questions, monsieur. Est-ce que le monument aux morts est typiquement français ou est-ce que, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, on retrouve des similitudes? Alors, c'est une question qui est fort intéressante et il est clair que dans l'Europe, la France est malgré tout le pays qui a eu ce mouvement le plus important qui a touché toutes ces communes. Donc, un mouvement qui n'avait jamais été observé auparavant dans l'histoire de France et qui va, dans les années 20, être sur quelques années quelque chose d'assez exceptionnel représenté dans chaque localité. Je pensais que la France faisait figure malgré tout de pays un peu unique en la matière. Mais
par un récent voyage en Italie, je me suis aperçu aussi que des pays frontaliers comme l'Italie, qui avait pris part à la Grande Guerre, mais également l'Allemagne, ont malgré tout érigé des monuments dans leurs communes. En moindre importance, évidemment, ce sont les communes les plus importantes qui ont tenu à honorer leur héros, sur le même modèle que ce que l'on retrouve en France, avec toujours des symboliques forcément différentes des nôtres, mais avec l'association du soldat, de quelques drapeaux, évidemment, qui soient aux couleurs du pays. Et donc, il y a effectivement des localités en Europe qui se sont aussi distinguées après la Première Guerre mondiale. Alors, il y avait le monsieur. Oui, tout à l'heure, vous avez quand même fait une petite allusion à des monuments qui sont les plus pacifistes en termes de. Et je crois bien, alors je ne sais pas dans quelle commune vous êtes nous dire, je crois que dans le Gard, il y a quand même une commune avec un monument volant avec un message assez pacifiste, et je ne sais pas si la famille ne sait pas dans quelle connerie la guerre, ou un truc comme ça, donc vous voyez de quel je parle Alors, écoutez, si il existe, enfin en tout cas si cette inscription existe, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Le monument le plus pacifiste que je connaisse dans le Gard est celui de Galargue, le Montueux. De par sa sculpture, il n'y a aucune représentation de la guerre. Seulement une femme, son enfant, qui sont côte à côte et qui symbolisent là vraiment le deuil. Il n'y a pas d'inscription qui soit violente envers et contre la guerre. Il n'y a pas de sculpture qui dénonce, comme dans certaines communes françaises, la guerre. Ce sont des sculptures qui sont d'ailleurs plutôt rares dans le pays. Donc, à ma connaissance, c'est le seul que je situe, mais peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer après sur d'autres monuments, parce que... Alors, je sais que c'est un monument dont j'ai entendu parler, mais je ne me souviens plus du tout dans quelle commune il se trouve. Je passais le temps. D'accord. En tout cas, je ne l'ai pas croisé. Je n'ai pas croisé le type d'inscription dont vous me parlez. Peut-être les messieurs ont eu une réponse. J'ai vu quelque chose comme ça. Je crois que c'est une plaque qui a été rapportée parce que quelle connerie la guerre, c'est une phrase de Prévert, il me semble. Il me semble que c'est une phrase de Prévert. Je ne sais pas si c'est pas près de mon. Je ne sais pas lequel. Il me semble que je l'ai vu, une plaque qui aurait été rajoutée par les enfants des écoles, quelque chose comme ça. Mais c'est tiré de poème de Prévert. Je ne me rappelle plus du tout. Oui, dans le même sens, effectivement, les monuments que vous avez présentés sont tous, disons, d'une vision patriotique ou nationaliste, peu de références au pacifisme. Moi, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas si ça existe, s'il a vraiment existé, mais un ami m'a dit, il y a longtemps, il y a plus de 40 ou 50 ans, qu'il avait vu une plaque à Vabre, où, semble-t-il, à Vabre, il y aurait eu 2 habitants tués, et sur la plaque indiqué, mais alors là, sous toute réserve, je ne sais pas si vous avez eu des informations, il y aurait indiqué les noms des 2 personnes tuées, et indiqué dessous, victimes du capitalisme. D'accord. Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'en ai pas connaissance. Vabre, donc... Non, je ne l'ai pas croisé. Alors, est-ce que c'est une plaque de la Deuxième Guerre mondiale? Non, de la Première Guerre mondiale aussi. Mais non, je ne l'ai jamais vu. Non, ni ailleurs. Non, de ce que j'ai vu, effectivement, non. Cette évocation-là, non, je ne l'ai pas croisée. Moi, j'ai été frappé dans votre exposé, effectivement, je crois qu'on est toujours dans la même veine de questions, par le caractère profondément idéologique de la plupart des monuments. C'est-à-dire qu'on a quand même des monuments qui sont érigés et qui sont payés par les gens dont le fils, le frère, etc. est mort, dans des villages qui sont complètement décimés, où il n'y a plus un homme. C'est ces gens-là qui paient des monuments où sont représentés des soldats en armes
des canons, des fusils, des palmes, des croix de guerre. Et je trouve que c'est quand même assez fort d'arriver comme ça à continuer la guerre alors qu'elle est finie. C'est-à-dire à continuer à mettre sous les yeux des gens des images de l'armée, alors qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de l'oublier et de penser à autre chose. Et je trouve ça assez étonnant. Et par contre, ce qui m'étonne le moins, c'est que tous les sculpteurs, toutes les entreprises qui ont participé à cette entreprise de propagande, ou en tout cas de fortes démonstrations idéologiques, utilisent un vocabulaire qui est totalement académique et pompier. D'ailleurs, on est quand même dans les années 20, et l'art, je mets plein de guillemets autour d'art, parce que ça n'est pas, mais en tout cas, la statuaire qui est réalisée sur la plupart de ces monuments, c'est d'un académisme et d'un pompierisme absolument sidérant. Et je crois que ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on est là dans une espèce de glorification d'une époque qu'on voudrait oublier et qui est en train de passer. Complètement. Vous avez entièrement raison. Il y a à la fois, vous l'avez vu, l'évocation du héros de la patrie qu'on remet en scène systématiquement sous toutes les formes, avec une allégorie seule, au combat. C'est vrai que c'est vraiment l'évocation pleine et entière de la guerre et du soldat qui est représenté, et des artistes effectivement qui, dans les années 20, n'expriment pas du tout les mouvements artistiques de la période, restent sur des modèles très figés, avec, c'est vrai, des sculptures qui sont toutes différentes, même à travers le pays, mais qui sont quand même assez uniformes. On n'a pas un sculpteur, ou alors si, quelques hommes qui vont se distinguer. Je pense à Paul Dardet à Lodève. Voilà, Paul Dardet à Lodève, d'ailleurs, ça me permettra de faire la transition après, mais je vous en parle dans 5 minutes. Voilà, ça c'est le monument de Paul Dardet, représentation de femmes en tenue d'époque. Il y a la douleur, le deuil qui est représenté, mais malgré tout, c'est un monument très original et très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Mais ce type de monument en France, c'est extrêmement rare. S'il y en a 10 maximum, c'est vraiment le maximum. Il y a de Cannes, ce monument. On est dans les années, fin des années 20. Fin des années 20, parce que c'est sûrement une des raisons qui peuvent donner des clés de compréhension, c'est que ce mouvement de participation de l'État ce grand mouvement, il est fait dans ce qu'on appelle la chambre bleue horizon, c'est-à-dire c'est vraiment la victoire, la glorification. Par rapport à ce que vous disiez, M. Bordarier, c'est vraiment l'union nationale, avec aussi un appareillage, on va dire, culturel, artistique qui date d'avant la guerre de 14. Quelque part, les réflexions, la traduction du pacifisme dans l'art, il n'a pas eu le temps d'arriver. Donc il arrive sûrement à la fin des années 20, là, où on voit des tenues civiles, des femmes avec quelque chose. Donc il y a toujours un décalage finalement entre les deux périodes. Mais comme monsieur nous a fait un panorama complet de ce qu'on peut voir, sur le plan stylistique, il y a des grandes variétés. Oui, malgré tout, oui. J'ai été étonné que vous ne les souveniez pas, puisque vous êtes historien d'art, mais c'est fabuleux. Il y a de l'art romain, la ville romaine, il y a de l'art, il y a des arts fascistes, il y a tout ce qu'on veut. Ça va aller vraiment tous les styles. Il y a une grande diversité malgré tout, mais toujours dans une uniformité quand même qui est quand même assez frappante. Mais quelque chose qui préoccupe un peu, c'est dans le cas où les gens n'ont pas respecté les critères qui étaient fixés par les autorités, quelles mesures étaient prises par les autorités? Elles étaient très faibles. Il y a eu des aides de la part des anciens combattants. Je vous ai cité le cas d'une commune qui avait inauguré son monument avant d'avoir reçu l'autorisation pour l'ériger. Le monument est resté en l'état, il n'a jamais été ni détruit, la commune n'a pas été sanctionnée pour cela. Donc
c'est peu de cas dans le Gard relevés, mais malgré tout, voilà, il n'y a pas eu de sanctions très lourdes. Celle faite auprès du sculpteur Jean Mérignard, qui avait ces statues que vous avez pu croiser dans le Gard, alors Jean Mérignard il disait qu'elles étaient faites dans son atelier. Max Raphaël, qui était l'architecte départemental, assurait qu'elles étaient faites qu'en fait en série en Italie par des praticiens italiens et qu'elles étaient ensuite vendues par Jean Mérignard dans le Gard, ce qui est très probable. Mais Jean Mérignard n'a jamais été sanctionné pour cela, alors qu'il disait tout le contraire de ce qui était sans doute la réalité. Voilà, donc globalement, non, les sanctions n'ont pas été très fortes, si ce n'est après l'État qui a pu varier sa subvention suivant évidemment les projets, en fonction de ce qu'il pouvait voir, évidemment. Je sais qu'ailleurs en France, les anciens combattants ont fait des recours judiciaires peut-être contre des monuments religieux et ont pu être jugés. Une question un peu anecdotique, si vous permettez. Quand on se promène à gauche à droite, on est étonné, malgré évidemment l'unité du style, par la très grande diversité des ouvrages. Voilà. Et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, il y a quand même eu des grandes entreprises de niveau presque national qui se sont placées sur ce marché et qui ont essayé donc de diffuser des objets qui étaient fabriqués à plusieurs exemplaires. Donc ma question est très simple. Est-ce que vous, dans votre collection de photographies, vous avez repéré des éléments notamment de la statuaire qui sont identiques? Oui. Il y a quelques monuments totalement identiques dans le Gard. C'est notamment le poilu en fonte de fer des établissements Jacomet, qui était situé dans le Vaucluse. C'est un modèle unique qui s'achetait. Alors il y avait des petits soldats de 1,60 m, il y en avait des un peu plus grandes de 1,50 m, en fonte de fer ou en bronze. C'était les deux propositions et des prix qui allaient de 500 francs à 1500 francs. Voilà, donc on avait le soldat qu'on commandait sur catalogue. Il était fabriqué dans des fonderies du nord de la France, commercialisé par l'industriel vauclusien, et ensuite livré par train, par tous les moyens nécessaires jusqu'à la commune qu'il avait commandée. Donc il arrivait bien empaqueté. Le maçon du village avait construit déjà le socle pour le monument et il suffisait de l'installer dessus. Donc c'est le cas à Conneau, à Saint-Pons-la-Calme, à Blandas, à Saint-Alexandre, des monuments qui sont totalement identiques, et qu'on retrouve comme ça dans le Gard, et que vous allez pouvoir retrouver en Lozère, dans l'Hérault, dans le nord de la France, enfin dans toutes les régions, puisqu'il s'en est vendu partout. Après, on a des monuments de série aussi dans le Gard, qu'on ne retrouve qu'une fois, mais que vous allez pouvoir recroiser ailleurs, dans d'autres villages français. La Nuéjole a un modèle aussi de poilu en bronze qu'on retrouve assez fréquemment, qui est issu d'un sculpteur national, mais qui en a fait ensuite part auprès d'un grand groupe industriel qui s'est emparé du modèle et qui l'a diffusé massivement dans toute la France. Voilà, donc on a effectivement ce type de choses qui se retrouvent dans le département. Je parlais de Jean Mérignard tout à l'heure, désolé d'y revenir, mais lui avait été beaucoup plus malin et beaucoup plus fin. Ses œuvres étaient de série, mais elles étaient toutes différentes. Des 20 monuments que je connais dans le Gard, ils ont tous un détail différent l'un de l'autre. Donc ils ne sont jamais les mêmes. Il y en a un qui tient un fusil vers la droite, l'autre qui prend pause sur sa crosse, l'autre qui est au combat. Donc tout en étant une œuvre de série, il a su décliner quand même toutes les facettes du combattant et donc offrir aux communes finalement des choses tout à fait différentes. Un tout petit témoignage, à Koumak, en Nouvelle-Calédonie, on a un monument aux morts de poilu qui est exactement celui que vous avez montré, et peint. D'accord. Il est en plein milieu du carrefour. D'accord. Donc ça se confirme. Mais là, il fallait plus de temps. Et vous l'avez dit dans votre introduction, mais ce principe-là de statuaire en fonte moulée, ça précédait la guerre. À la fin du 19e, et à Conneau, par exemple, il y a un CRS qu'on retrouve un peu partout. Complètement, c'est vrai. On connaissait déjà l'œuvre de série. Ça, c'est évident. Oui, ce que j'ai remarqué dans les différents monuments,
Dans l'environnement, il y a des chaînes et elles sont toujours portées par des obus. Voilà. Et je pense que ça fait partie aussi du décorum, puisque dans les tranchées, les soldats sculptaient leurs obus, etc. Tout à fait. Les communes ont eu dans les années 20 aussi l'occasion de pouvoir acquérir des anciennes armes qui avaient été retrouvées sur les champs de combat, notamment les obus, pour former des enclos sacrés autour de ces monuments. Et donc, effectivement, canons, obus sont fréquemment liés aux monuments et forment là un peu l'enceinte qui protège l'espace. Oui, moi je voudrais signaler un monument qui sort de votre champ de travail, mais pas de beaucoup, de 4 ou 5 kilomètres. C'est le monument de Vialas, qui est à Lozère, qui n'est pas dans le Gard, mais qui a un caractère pacifiste net, avec en particulier comme le symbole qui est aussi des mains croisées, qui est aussi le symbole de la CGT, exactement le même. Donc qui a ce caractère pacifiste clair, et puis ensuite a été ajouté, je ne sais pas, monsieur ce qu'il en pensera, a été ajouté, pas sur le monument parce que ce n'est pas possible, mais a été ajouté à côté du monument une plaque portant les noms des juifs qui ont été arrêtés et qui ont été déportés et sont morts en camp de concentration. Très bien. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que, alors, comme il y a apparemment que des gens qui sont très versés dans le sujet, aussi bien je me permets de faire une digression, pas très loin, donc assez loin dans les Cévennes, mais à Bréau et Salagosse, quand on monte, il y a un monument qui a été, alors je me décale un peu dans le temps, de 20 ans, qui a été édifié en 1943, qui est le lieu où l'avion du chef d'état-major, du maréchal Pétain, s'est écrasé. Et donc il y a un monument énorme qui est au bord de la route, mais à 5 ou 6 mètres, un peu dissimulé sous les arbres, avec, je ne sais pas si c'est du marbre, mais quelque chose de colossal, ça doit être grand comme l'estrade, jusqu'au plafond, qui est le maréchal, le monument à la mémoire du général Hunzinger, qui était le chef d'état-major de l'armée, de ce qui restait d'armée de Vichy. Et bon, bien évidemment, alors il me semble qu'il y avait qu'après la guerre, il y a eu des tentatives de démolition, mais le truc était tellement imposant que c'est resté comme ça. Donc ça, c'est aussi intéressant. Que fait une société d'un truc comme ça? Quelque part, là, tout le monde je pense qu'on est bien content que la végétation pousse autour. Et bon, je sais pas. Il y a une stèle Claude-Luminier aussi à son nom. Oui, c'est là. Non, mais là, c'est une stèle. Et le monument dont vous parlez, je vois où il va. Oui, à cet égard, c'est vrai que vous avez raison de le souligner, mais quand les souvenirs ne sont pas glorieux, ils ne sont généralement pas célébrés. Monsieur parlait des monuments sur la guerre de 70, il y en a très peu. Parce qu'effectivement, on n'a pas grand-chose de glorieux à manifester, donc on reste discret sur ce genre de situation. Un mine qui est régulièrement honoré. Oui, bien sûr. On en a eu deux. Parce qu'il y a eu des victimes, mais... Uniquement. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié le nom de sculpteur pour le monument de Tornac qui m'est revenu, Jean-Charles Lallemand, qui a été sculpteur donc, dans les années 40-50, qui était originaire du Grenoble et qui a été notamment à l'origine de la pyramide de Jean Jaurès et des grands soldats, des grands résistants. Donc c'est un sculpteur plus tardif évidemment, mais de renom. Pouvez-vous nous rappeler également le sculpteur de la projection? Alors celui-ci, Paul Dardet. Paul Dardet, le Lot des Voies, qui a fait quelques monuments aux morts, à Lodève évidemment, c'est le plus beau. Et puis quelques monuments dans le Lot des Voies, chaque village. Le Faune. Et la sculpture des Zézis aussi. Oui, aussi. Oui, le célèbre monument des Zézis de Taillac, effectivement, c'est lui. Voilà. Alors je tiens à préciser également, puisque c'est important de le souligner, ces monuments ont aujourd'hui pas tout à fait 100 ans encore d'existence. Ce sera à partir de 2020 jusqu'en 2024, puisque Nîmes a été inauguré en 1924 pour sa part.
Ces monuments sont rentrés avec la commémoration du centenaire de la Grande Guerre dans le patrimoine historique. En tout cas, certains le sont aujourd'hui, puisque dans le Gard, 7 monuments l'an dernier ont été classés au titre des monuments historiques. C'est le cas de Nîmes, d'Alès, la Grande Combe, Beaucaire, Galarde, Montieux, Saint-Jean-du-Gard. Donc, autant de prise de conscience aujourd'hui autour de ces sculptures que l'État a reconnues comme étant évidemment incontournables de par leur histoire, ce qu'elles représentent, par évidemment la production aussi de cette période. Et c'est, je crois, une bonne chose que d'avoir comme cela classé certaines pierres. Il y aura sans doute une suite, probablement dans les années futures, autour d'autres monuments qui le méritent aussi. C'est l'ensemble, parce que vous l'avez souligné pour celui de Nîmes, il y a une valeur urbanistique globale. C'est pas simplement les 2 sculptures que vous avez montrées à droite et à gauche, mais le monument dans son harmonie a une valeur picturale indiscutable. Tout à fait. Alors j'en profite, puisque c'est la page là. Alors ça n'a rien à voir avec les monuments morts, même si celui d'Odève est représenté, mais si vous êtes amateur de réseaux sociaux, que vous aimez le patrimoine, j'anime une page, alors c'est totalement gratuit, vous savez, comme Facebook le permet. J'anime une page depuis 3 ans autour du patrimoine historique en général, et chaque jour je publie un monument sur toute période confondue, ça va de la préhistoire jusqu'à nos jours, par plaisir, donc avec des photos, une petite recherche historique, donc vous pouvez vous y abonner, ça, évidemment ça me fera plaisir, et cela vous permettra évidemment aussi de découvrir voilà, les monuments de la région en général, mais aussi de toute la France, parce qu'au gré de mes promenades, je n'hésite jamais à évidemment visiter, comme vous pouvez le faire, des lieux historiques par plaisir, et d'en faire évidemment profiter aussi le plus grand nombre à travers cette page. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.